mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 16e étape du Tour de France. Alléluia, un Français remporte une étape du Tour de France. Valentin Paré-Peintre s'est imposé au sommet du Mont Ventoux et on va débriefer ça avec Lohan Benati, journaliste à Sud-Ouest qui est avec moi. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Quel plaisir d'enfin débriefer une victoire française. Je t'avoue que moi j'y croyais plus beaucoup et voilà, c'est vrai qu'on se posait quand même, on était un petit peu inquiet sur les perspectives françaises sur cette fin de Tour de France et Valentin Paré-Peintre a aujourd'hui sorti une super étape pour aller chercher la plus belle victoire de sa carrière. Alors quand on voyait le profil de l'étape avec du plat et rien que du plat jusqu'au pied du Ventoux, on se disait on va avoir droit à une étape, on va le dire, s'emmerder. Au final, du début à la fin, comme d'habitude depuis le début du Tour de France, ça a été, pas dire feu d'artifice, mais ça a été quand même assez plaisant à regarder. Ouais, avec une première heure, un début d'étape comme d'habitude très actif, très disputé. Alors UAE avait annoncé sa volonté, ou du moins on pensait quand même que Pogacar voulait aller gagner cette étape au Ventoux. Trois hommes au tout début qui partent, dont deux Tudor, Marc Hirschi, Marco Haller et puis Sandro Meurice, le Belge d'Alpecin. Ces trois hommes-là ont compté jusqu'à 2 minutes d'avance. On s'était peut-être dit que c'était la bonne échappée. En tout cas, elle convenait à UAE. Et puis, c'est autour de 110 bornes de l'arrivée, il y a Nils Politt qui a commencé à faire la police là sur les attaques, les relances successives dans le peloton. Guillaume, ça a eu le mérite tout simplement de relancer la course, de piquer un petit peu au vif les équipes qui n'étaient pas présentes dans l'échappée. Et puis à 100 km, t'as un groupe de 35 qui est parti avec de sacrés coureurs dedans. Et petit à petit, donc l'UAE n'a pas pu contrôler. Et puis au pied du Ventoux, on arrivait à 7 minutes d'avance. Alors on peut dire Nils Politt du coup, plutôt que Nils Politt. Exactement. ouais, ça fait c'est vrai qu'il se fait pas que des amis en ce moment quand même. Non, et puis Thomas Voeckler a aussi sur la Moto France Télé aussi dit que c'était un comportement un petit peu scandaleux et que lui il avait un petit peu oublié mais les étapes clairement avant il est passé dans le groupe Eto quoi. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu le mérite de relancer la course et de piquer un petit peu au vif les équipes qui avaient raté le bon coup. Donc après à 35 pour heure, c'est sûr que c'était beaucoup plus compliqué pour UAE de contrôler et bon finalement Pogacar et Vingegaard sont venus mourir à une quarantaine de secondes avec un Pogacar, c'est vrai, qui n'a pas forcé non plus dans le final pour aller chercher les échappes. Ouais, alors on va en parler de la bataille du général un peu après, on va parler de la bataille pour l'étape. Juste revenir sur, pas dire l'incident Nils Politt, mais en tout cas l'épisode Nils Politt, après les propos de Romain Bardet dans les Pyrénées en disant que sa manière de tenir les échappées, avec pourtant dans les échappées des coureurs de classement généraux en montagne, et là finalement cet épisode où il vient un peu enguirlander ceux qui veulent tenter d'aller dans l'échappée. L'UAE, je ne vais pas dire que les UAE avaient une cote de sympathie quand même, parce qu'ils n'ont pas de cote de sympathie avec un Mauro Gianetti qui a trempé dans les affaires de dopage avec l'épisode Saunier Duval. Et aussi, plutôt dans sa carrière, on se souvient de l'enquête notamment révélée par Radio France juste avant le Tour de France, épisode Tour de Suisse 97, si je ne me trompe pas. Maintenant, attention à ce qu'ils ne deviennent pas les cow-boys un peu du peloton. Attention à ce qu'ils ne se mettent pas tout le peloton, parce qu'on sait très bien que le retour de bâton, il peut revenir très fort, très rapidement. Et tout le monde a forcément ressorti les noms US Postal et le nom US Postal quand on a vu l'attitude de Nils Politt. Oui, ça rappelle effectivement des souvenirs comme l'US Postal, avec une équipe qui contrôle complètement la course et qui veut presque imposer sa course aux autres. On sait que Tim Wellens aussi. Oui, parce que au-delà de contrôler, c'est imposer une certaine attitude aussi. Bien sûr. On sait que Tim Wellens aussi, il a joué très finaude, en se marrant à moitié à l'arrivée, en disant qu'il avait fait semblant d'être décroché dans la dernière montée sur l'arrivée à Carcassonne. Donc voilà, c'est sûr qu'une équipe comme ça, qui surdomine la course, qui gagne pratiquement tout le temps et qui en plus a un petit peu des comportements comme ça de policiers voire de cow-boy, c'est sûr que ça plaît pas aux coureurs et puis voilà, on l'a peut-être vu aujourd'hui, quoi.
Alors même si tu parles de Tim Wellens, c'est vrai que Tim Wellens, ça relève plus de la stratégie de course et de l'intelligence et de jouer avec ses adversaires qu'un Nils Politt qui lui, Nils Politt, c'est pas un grimpeur de base, c'est un deuxième de Paris-Roubaix qui se transforme en Luc Rowe de l'époque Ineos qui faisait les pieds de colle aussi à l'époque. On va passer à autre chose, mais sur l'étape en elle-même, ça a été un peu fou, c'est parti dans tous les sens, ce groupe de 35, on a vu du Alaphilippe au pied du Ventoux. Alaphilippe, moi, je le sens de mieux en mieux sur ce Tour de France. Alors pourtant, l'étape vers Carcassonne dimanche, il chute, il se déboîte l'épaule, il se la remet, il revient, il fait 3e, alors il lève les bras, alors qu'il fallait pas lever les bras, mais il monte en puissance et on en parlait en off un petit peu tous les deux dans la journée. J'ai l'impression que moi, Alaphilippe, il va en claquer une d'ici la fin du Tour de France. Je sais pas, peut-être Pontarlier, tu vois, c'est un peu l'étape que je me dis, il peut vraiment, à l'intelligence et avec sa force, il peut le faire. Ouais, c'est peut-être ambitieux de le voir en claquer une, mais pourquoi pas? C'est sûr que là, les 3 prochaines étapes, ça va être compliqué pour lui, mais Pontarlier, et puis bon, même si les chances, ça promet d'être disputé, mais c'est sûr qu'à Pontarlier, il a une belle chance. En tout cas, aujourd'hui, dans le groupe de 35, il y était avec également Matteo Trentin, qui a fait un gros boulot pour lui. Ils partent à 8 avec des gros noms. Il y a du Mas, il y a du Arensman, il y a du Simone Velasco aussi. Ils partent à 8, puis c'est lui au pied du Ventoux qui fait exploser le groupe. Il s'isole à 4 avec on pensait à ce moment-là les meilleurs grimpeurs, Mas, Arensman, Velasco qui s'accroche, Henrik Mas qui décide de s'isoler à 14 bandes de l'arrivée, Arensman derrière au train qui revient. Puis on s'est dit là ça va être compliqué pour Julien, et puis en fait il s'accroche et puis il s'est battu jusqu'au bout pour finir huitième de l'étape. C'est en étant animateur. Alors certains diront qu'il en a peut-être trop fait et qu'il aurait peut-être dû la jouer plus maline, mais je pense que le Ventoux était trop dur pour lui, et cette 8e place après, comme tu l'as dit, sa très belle 3e place sur l'étape dimanche, c'est prometteur, et on l'espère le revoir clairement d'ici la fin de l'arrivée, quoi. À noter quand même la super course de Tudor avec 2 mecs devant dans le bon coup au pied du Ventoux, avec Hirschi et Marco Haller au tout début de l'étape aussi, derrière Marco Haller qui a fait sauter les relais pour empêcher un petit peu le groupe de poursuivants de revenir. Donc vraiment une très très belle étape de la part de l'équipe Tudor. Ouais, ils sont en passe de mieux terminer le Tour de France qu'ils l'ont commencé, où finalement on n'avait que Julien Alaphilippe qui arrivait à briller, Marc Hirschi qui est complètement transparent sur cette grande boucle. Mais je pense quand même que tu reverras Storer là sur les dernières étapes des autres. Oui, et j'ai oublié Storer. C'est vrai que Storer aussi a brillé, s'est mis en évidence dans les échappées, notamment dans les Pyrénées. Et donc, au final, cette victoire d'Aurélien, ben voilà, je l'ai faite. Valentin Paré-Peintre, donc, le poids plume, 55 kilos pour le grimpeur de la Soudal Quick-Step, arrivé l'hiver dernier dans l'équipe belge. Un Français chez Quick-Step qui l'emporte au sommet du Ventoux. Forcément, on pense à Richard Virenque. Et forcément, Richard Virenque. Donc, 2002, si tu me confirmes bien. 2002, on se souvient. Alors, est-ce qu'il gagne avec le maillot à pois au sommet? Il me semble qu'il gagne avec le maillot à pois au sommet. Je vais regarder l'image. Mais en tout cas, regarde, on va faire en direct. Virenque, Mont Ventoux 2002. La photo, il y a le maillot à pois ou non dessus? Alors, non, c'était Daumont Farm Frites. Ah bah tu vois. Alors c'était c'était juste avant qu'il y ait Quick Step. Tu vois comme quoi. C'était l'équipe de Patrick Lefebvre. Ouais, exactement. Et c'était avant que ça passe sous le giron Quick Step, je crois, l'année suivante. Tu vois comme quoi faut se remettre un peu les souvenirs en ordre. C'était avec Daumont Farm Fruit et il n'y avait pas le maillot à pois. C'est 2003, je crois, qu'il gagne le maillot à pois avec le maillot Quick Step. Et donc Valentin Paré-Peintre, je vais y arriver. Valentin Paré-Peintre qui fait quand même une belle petite collection. En début d'année, il fait 2e du Tour d'Oman. Alors bon, avec une victoire au sommet au Tour d'Oman pour sa toute première course, sa 2e course, puisqu'il y a une petite classique avant en Oman à Muscat Classique où il prend 6e place avec donc l'équipe Soudal Quick Step. Et puis après, on se dirige vers un Valentin Paré-Peintre qui n'est pas censé faire le Tour de France, mais le Tour d'Italie. Problème,
C'est que il se blesse, Tour de Catalogne, il se blesse, il revient au Dauphiné, équipier de Remco Evenepoel, et lorsque Remco Evenepoel abandonne, ensuite il se mue en baroudeur, et on voit, même s'il avait pris l'échappée dans l'étape du Mont d'Or, Valentin Paré-Peintre, qui s'impose au Mont Ventoux, et je dis pourquoi une belle collection, parce qu'il a déjà remporté une victoire d'étape sur le Tour d'Italie l'année dernière, le Tour d'Italie qui avait été remporté par Pogacar, 16e place au final à Rome pour lui, mais une victoire au sommet à Boca della Selva, devant Romain Bardet à l'époque et Valentin Paré-Peintre. Chez les grimpeurs français, quand il est en position de la mettre au fond, il la met au fond. Ouais, tout à fait. Tu sens vraiment que il a vraiment la science de la course quand il est placé. Valentin, on l'avait aussi vu devant sur l'étape de Super Bagnères samedi, donc on sentait qu'il était en forme. Et comme tu l'as dit, moi, ça m'a un petit peu rappelé sa victoire justement au Tour d'Oman face à Adam Yates, où il décroche comme ça Adam Yates, comme il a fait pour Ben Illy dans la dernière montée, dans la dernière rampe de Green Mountain. Une belle deuxième place sur le Tour d'Oman. On se souvient évidemment de sa belle victoire aussi sur le Giro devant Romain Bardet. C'est un grimpeur qui gagne, c'est un grimpeur qui s'est fait un nom. On connaissait évidemment Aurélien. Maintenant, on va connaître Valentin qui confirme vraiment les espoirs qui sont placés en lui. Et puis écoute, c'est pas fini, mais ce qu'il a fait sur cette étape-là, gagner au Ventoux, là où a gagné Richard Virenque, Bernard Thévenet, Raymond Poulidor, t'as du Merckx, t'as du Pantani, t'as du Charlie Golf. C'est la liste de vainqueurs est assez hallucinante. Et aujourd'hui, il a un petit peu écrit aussi une partie de l'histoire du livre d'or du cyclisme français, quoi. C'est vraiment fort. Il s'est accroché à Ben Illy dans la dernière montée. Ben Illy qui est sensationnel en ce moment. Je sais pas où il s'arrêtera, mais vraiment, il tourne. C'est assez impressionnant. Il s'est accroché, et puis il a joué tellement maline à la fin, bien aidé par le retour de Van Wilder pour rouler, parce qu'ils étaient quand même menacés par le retour. On le voit, il revient de l'arrière. On sait pas d'où il revient, Van Wilder, mais il revient, je crois, à 800 mètres de l'arrivée, 600 mètres, et il y a un coup de tête. Il donne un coup de tête, en tout cas d'un hochement de tête. Il dit vas-y, prends ma roue à Valentin Paré-Peintre, et finalement Valentin Paré-Peintre choisit la bonne roue, c'est celle de Ben Illy. Ben Illy prend la roue de Van Wilder, et ensuite le train et le sprint final avec Paré-Peintre qui, après le dernier virage, attend vraiment le dernier moment pour lancer le sprint. Peut-être une meilleure connaissance du terrain de Valentin Paré-Peintre, qui l'a lancé au bon moment et pas trop tôt, comme a pu le faire l'Irlandais, qui a quand même fait beaucoup de travail pour remonter au général. Mais Valentin Paré-Peintre a été super impressionnant. Et quelle course dans le final, parce que franchement, ça a été un feu d'artifice dans les derniers kilomètres du Mont Ventoux, que ce soit pour la victoire d'étape, mais aussi pour le classement général derrière. Ouais, le suspense, c'était génial. Comme tu as dit, Ben Illy a fait beaucoup d'efforts. C'est lui, encore une fois, qui est l'un des animateurs principaux de cette journée. Et bien, lui en a pris parce qu'il reprend encore du temps en vue du classement général. Mais Valentin le savait, donc il s'est accroché. Ben Illy a mis je sais pas combien d'accélération dans le Ventoux. Il était toujours là. Il lui a jamais laissé 2 mètres. Et puis il a parfaitement géré, comme tu l'as dit, en tacticien qui commence à être dans ces finales de course montagneuses. Il a parfaitement négocié le dernier virage, la dernière rampe, et puis il avait plus de force. Je pense que c'était aujourd'hui l'un des plus forts, ou en tout cas le plus malin pour s'imposer aujourd'hui en haut du Ventoux. Et Valentin Paré-Peintre, il a vraiment pour moi le profil pour remporter, pour compléter sa trilogie avec le Tour d'Espagne, mais pour remporter par exemple un classement de la montagne sur le Tour d'Espagne par exemple, avec son gabarit poids-plume, c'est clairement une course qui peut lui convenir. Je ne sais pas si le Tour d'Espagne est à son programme, étant donné qu'il devait faire le Tour d'Italie, qu'il ne devait pas faire le Tour de France, avec sa préparation en tout cas qui a dû remettre à zéro, avec un Tour de France où il joue la victoire d'étape. Derrière, il peut venir sur le Tour d'Espagne et faire une bonne petite course, donc on va le suivre. Il a 24 ans, Valentin Paré-Peintre, le cadet d'Aurélien. Aurélien qui avait été meilleur français sur le Tour des Flandres d'ailleurs, on se souvient. Et puis pour gagner sur les 3 grands tours, je pense que ça devient un objectif pour lui depuis aujourd'hui. Et c'est quand même un cercle très fermé, à 24 ans notamment chez les Français, bien sûr. Non, mais aujourd'hui là, il a pleinement explosé. On savait son potentiel, mais aujourd'hui il a été impressionnant. Il a confirmé en plus ses 2 bonnes premières semaines au Tour de France. Ouais, complètement. Bon, on a parlé de cette bataille pour la victoire d'étape et donc le premier Français qui s'impose sur ce Tour de France. Tiens, petit quiz, normalement tu l'as. Quel est le dernier Français à avoir remporté une étape sur le Tour de France ? Kevin Vauquelin ? Non, je vois pourquoi tu dis Kevin Vauquelin, mais ce n'est pas le dernier. L'année dernière, il y a eu 3 victoires d'étape. On se souvient avec Kevin Vauquelin, la 2e étape. Bardet, la première. Veille, il y avait eu Romain Bardet et il y en a eu
une un petit peu plus tard dans le Tour de France 2024. Ah, je te cueille à froid là. Ouais, la porte c'est 2023. Ouais, exactement, c'est 2023. C'était à Cahors si je me trompe pas. C'est la fin de la première semaine, l'étape des chemins blancs avec Anthony Turgis, exactement. Anthony Turgis dans l'étape des chemins blancs à 3 l'année dernière. J'étais un peu cueilli à froid, il fallait l'avoir parce que c'est vrai qu'on se souvient tous de Bardet et de Vauquelin, mais Anthony Turgis, il en avait cueilli une bonne aussi à 3 donc pour la victoire, la 3e victoire française de l'année dernière. Là, on en a une et c'est déjà pas mal. Les favoris, donc on va en parler parce qu'on a eu là aussi une très belle bataille avec Vingegaard, le fameux plan de la Visma, avec Ebenot et Campenarts à l'avant, qui ont chacun à leur tour été rattrapés par Vingegaard, des relais, les attaques successives sur Pogačar, je crois qu'il y en a 4, et finalement Pogačar, qui sur la ligne d'arrivée, la cassure, elle est de exactement 2 secondes à l'avantage de Pogačar sur la ligne au sommet du Ventoux sur Vingegaard, qui a tenté, mais le Danois est moins fort que le Slovène encore aujourd'hui. Oui, moi j'en ai compté 3, mais j'en ai peut-être raté. 3 effectivement, ouais, Vingegaard a pas mal tenté. Hein. Il a pris les choses en main avec la Visma dès les contreforts du Ventoux. UAE, le résultat est juste su à se caler dans la roue. Hein. Ils n'ont pas donné beaucoup de coups de pédale. Pogačar pas plus que ça, vu qu'il a toujours répondu avec quand même un petit rictus sur le visage de Pogačar. Hein. On l'a pas souvent vu comme ça. Après, il s'est jamais levé de sa selle. Il a toujours répondu assis. Il y avait quand même beaucoup de force. Le rictus, il l'avait dans Otakam. Hein. On a vu le résultat aussi. Ouais, bien sûr. Alors voilà, Vingegaard avait annoncé hier que il voulait uniquement la première place, hein, que la deuxième ne l'intéressait pas beaucoup et qu'il croyait toujours à une victoire sur le Tour de France. On l'a vu, il a tenté à partir de, je crois qu'il met la première à 7 km et demi de l'arrivée. Il a tenté. Après, est-ce qu'il y croit vraiment? Je sais pas. Nous, en tout cas, évidemment, on en croit plus beaucoup. Pogačar maintenant plus de 4 minutes d'avance à l'entame des Alpes. Donc voilà. Mais Vingegaard a eu le mérite de tenter. Visma a eu le mérite de prendre les choses en main. On a revu un peu Sepp Kuss, même si Jorgensen et Simon Yates n'ont pas été d'une grande aide. Jorgensen finit très très loin aujourd'hui. Ouais. Donc écoute, voilà, je pense que la Visma essaye un peu aussi pour sauver les apparences. Peut-être que Vingegaard aurait pu attaquer avant pour aller chercher la victoire d'étape, parce que bon, quand il a vu que Pogačar était derrière lui, il a plus ou moins arrêté de rouler à peut-être 2 km de l'arrivée, alors que voilà, c'était possible aussi de rattraper les mecs devant, mais tant mieux pour Valentin. Et puis écoute, voilà, rien à signaler. Je pense que c'est plutôt derrière où c'est intéressant avec Lipovic qui reprend 30 secondes de plus sur ouais, je voudrais qu'on revienne sur un dernier point pour Pogačar et Vingegaard. Donc Jorgensen il prend 25 minutes aujourd'hui, ça c'est pour l'information, mais Pogačar Vingegaard, on a l'impression que Vingegaard va faire all-in jusqu'à la fin du Tour de France. Il l'a déjà remporté 2 fois ce tour, il l'a déjà fait donc 2 fois deuxième. Bon voilà, il a plus rien à perdre, Jonas Vingegaard. Il s'en fout. Alors il y avait le débat de dimanche, est-ce que Vingegaard est lâché par Visma? Il y a plein de petits détails en ce moment qui nous font dire que c'est pas vraiment l'amour fou entre Vingegaard et la Visma, même si on sait qu'ils iront jusqu'à la fin. Entre les patrons de la Visma et Vingegaard et l'entourage de Vingegaard, c'est pas l'amour fou. Apparemment, il y aura des contacts à la fin du contrat de Jonas Vingegaard avec la Uno X de Thor Hushovd pour un prochain contrat. Son contrat se termine en 2028 à Vingegaard, donc il y a encore 3 saisons supplémentaires après cette année 2025. Mais en tout cas, bon voilà, le Danois il va tenter jusqu'au bout. Enfin, de toute façon, il a plus que ça à faire. Oui, bah écoute, il va tenter évidemment. Il a plus que ça à faire. Il a en plus une certaine marge sur le podium, mais aujourd'hui, à part miser sur une défaillance de Pogačar, je vois pas beaucoup ce qu'il peut espérer. Il lui reste 2 étapes. Peut-être qu'il va tout tenter. Peut-être qu'il va essayer de partir de loin. Hein, comme bon, ça a jamais été trop visiblement sa volonté depuis 2 semaines. Là, il a essayé dans le final de l'étape. Ouais, moi franchement, très honnêtement, j'ai quand même du mal à m'emballer pour cette lutte pour le maillot jaune. Mais c'est sûr qu'il faut que Vingegaard tente. Et puis il y a quelque chose aussi. Je pense que, enfin moi, si j'étais à sa place, j'aimerais quand même gagner une étape pour marquer aussi ce Tour de France. Donc je pense qu'il y a ça à aller chercher, le col de la Loze, l'arrivée en haut de la Plagne. Donc écoute, pourquoi pas. Je pense qu'une victoire d'étape, voilà, je pense qu'il fait un point d'honneur aussi à aller en chercher une, parce que mine de rien, il gagne pas non plus tous les 4 matins. Ouais, l'étape de la Loze, elle est terrible. Hein. Il y a 3 cols, c'est 3 hors catégorie avec le Glandon, la Madeleine et la Loze. Hein.
Là, celle-là, va falloir se la coltiner, sachant que le Glandon, on se souvient, l'épisode Pogačar-Vingegaard à l'avantage du Danois et le craquage de Pogačar en 2022, si je ne me trompe pas, avec la première victoire de Vingegaard sur le Tour. Il y a eu un harcèlement avec Roglic et les Jumbo-Visma de l'époque dans le Galibier auparavant. Bon voilà, on en a assez parlé de Pogačar et Vingegaard, mais c'est vrai que bon voilà, le Danois, il va tout donner jusqu'à la fin et ben voilà, il n'y a plus qu'à savourer parce que la bataille risque d'être belle. Sur les poursuivants, on a quand même vu les Red Bull Bora confirmer leur rang de troisième force avec Roglic et Lipovic. Sur la ligne d'arrivée, le Slovène a repris 2 secondes à Lipovic, mais Lipovic, lui, il s'avance vraiment comme le troisième homme de ce classement général, avec à l'arrivée une quarantaine de secondes sur la ligne d'arrivée, une quarantaine de secondes sur Oscar Onley, une quarantaine, ça fait pratiquement 1 minute derrière sur... une minute, pardon. Sur Oscar Onley, il y avait une quarantaine de secondes sur Xandro Meurice, qui était 13e. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'ils s'affirment, les Red Bull Bora, comme la troisième force. Ouais, alors Lipovic, on l'a pas senti très très aérien aujourd'hui. Roglic a fait une très très belle montée, mais ça suffit pour prendre, comme tu l'as dit, une quarantaine de secondes sur Oscar Onley, qui a craqué dans le final. Bon, aujourd'hui, Lipovic, il a, je crois, 2 minutes d'avance sur Onley, 2,40 sur Roglic. Oui. Onley, avec qui il dispute également le maillot blanc, on l'a pas senti beaucoup craquer, l'Allemand Florian Lipovic. Donc, voilà, il a été quand même plutôt à distance quand la bataille des chefs a démarré entre Pogačar et Vingegaard. Mais voilà, comme à l'image de son début de Tour de France, il est toujours là, au train derrière, et puis il donne pas de sentiment de faiblesse, quoi. Donc, il paraît, il me semble en tout cas, au niveau égal de Roglic en haute montagne, je le mets même légèrement devant. Donc, écoute, je pense que le leadership est clair là chez Red Bull, et puis il a pris une très très belle option, à voir s'il tiendra les 2 dernières étapes quand même très très difficiles, mais il a pris quand même une belle option là sur la 3e place et sur le maillot blanc vis-à-vis d'Oscar Onley. Ouais, avec Lipovic, faudra voir maintenant sur les grosses étapes de montagne dans les Alpes avec un énorme enchaînement de dénivelé, comment il va réagir, mais bon, pour l'instant il semble quand même vraiment bien, et avoir Roglic en lieutenant, en capitaine, en équipier, c'est quand même pas trop mal. D'ailleurs, Roglic qui double Kevin Vauquelin en classement général. On va en parler juste après de Kevin Vauquelin. Roglic, attention, parce qu'il revient aussi à 38 secondes de Oscar Onley pour la 4e place du classement général. Il se pourrait bien que les Red Bull fassent 3 et 4. L'ordre, on verra bien. Mais Roglic, le Mont Ventoux, il fait une super impression. 3e homme derrière Pogačar et Vingegaard. Il avait fait cette même impression sur le contre-la-montre à Peyragudes. Tu as l'impression que dès qu'il y a les forts pourcentages, il se retrouve en fait le Slovène. Ouais, malgré ses 35 ans, je crois, maintenant, c'est vrai qu'il continue à se mettre au niveau. Et puis si on enlève Pogačar et Vingegaard, il est pas si loin du top niveau mondial derrière, quoi. Donc Lipovic, c'est quand même semble quand même un petit peu plus régulier que lui, je dirais. Est-ce que Primož est intéressé par une 4e place sur le Tour? Je sais pas. Je pense ça sera la pédale. Ouais, c'est sûr. Mais s'il a une opportunité, je pense peut-être plutôt qu'il pourrait essayer de jouer une victoire d'étape, tu vois, parce qu'il a quand même, il doit avoir une dizaine de minutes sur Pogačar. Je sais pas en plus. 42, ouais. Ouais, je sais pas si en plus si Onley, si l'équipe d'Onley pourrait contrôler derrière, parce que bon, il est quand même souvent tout seul aussi dans le final. Donc pourquoi pas aussi Roglic qui a des ambitions à la Loze ou à la Plagne, si Pogačar et Vingegaard se marquent et ne font pas tout non plus pour emporter une étape. Ouais, complètement. Kevin Vauquelin, donc doublé par Primož Roglic au général, 6e du général, le français maintenant, et Kevin Vauquelin qui a limité la casse quand même. Encore une fois, il est lâché. Il limite la casse, il ne perd que 9 secondes sur Félix Gall sur l'étape du jour. Il compte 1 minute 30 tout pile d'avance sur l'Autrichien au soir de ce Mont Ventoux et avant donc les 2 grosses dernières étapes de montagne dans les Alpes. Il colle quand même 1 minute 30 à Tobias Saland de Johannessen qui est 8e du général. Bon voilà, après on est déjà maintenant à 4 minutes, 3,40 derrière Kevin Vauquelin, Tobias Saland du Johannessen, et plus de 4 minutes 30, Ben Illy, 9e du général. Ouais, Ben Illy, s'il continue à prendre les échappées en montagne, on va voir, il pourrait menacer à 4 minutes 30 derrière Kevin Vauquelin. Il limite la casse toujours autant, en fait. Il continue de se découvrir. T'as l'impression qu'il a sa place maintenant. De toute façon, il n'y a plus de secret. T'as fait les Pyrénées, t'as fait le Mont Ventoux, il te reste 2 étapes des Alpes. Tu es à ta place, là, 6e. Ah totalement, là de toute façon il y a plus de triche, il y a plus de
tout se fait à la pédale. On est en haut du Ventoux à l'entame de la 3e semaine et il prend finalement la 20e place. Donc il est à son niveau, il doit être dans les 12-13 du peloton. Et puis surtout aujourd'hui, il a maintenant 10 minutes d'avance sur l'11e place. Donc le top 10 lui tend les bras. Il est toujours là, comme Benilli en fait. On se dit bon, quand est-ce qu'ils vont péter, prendre un éclat? Ben écoute, ils s'accrochent toujours, ils sont toujours là. Et puis c'est quand même assez impressionnant ce que fait Kevin Vauquelin. Alors évidemment sur des forts pourcentages comme ça, il est un petit peu en difficulté, mais il s'accroche et il fait preuve d'une sacrée résilience tous les jours. Voilà, l'équipe Arkea qui continue son très très joli tour. Et puis comme je te dis maintenant pour le top 10, alors après est-ce qu'il peut espérer mieux? On a vu Félix Gall lâcher très tôt, alors qu'il a réussi à tisser son effort, mais lâcher très très tôt dans le Ventoux, à 10 km de l'arrivée je crois. Un Carlos Rodriguez qui est pas non plus transcendant, un Benilli dont on sait pas trop, voilà encore une fois comment il va digérer les 2 prochaines étapes à venir, lui qui fait tellement d'efforts. Tobias Johansen qui a fait un malaise à l'arrivée, qui apparemment souffre de problèmes gastriques, qui a fini assez loin aujourd'hui à la 28e place. Écoute, cette 6e place, 6e, 7e place peut-être, suivant ce que font Gall et Benilli, pourquoi pas, ce serait quand même magnifique. Quand tu prends la start list de ce Tour de France, tu mets Kevin Vauquelin 7e au départ. Et puis Vauquelin 6e du Tour qui terminerait devant Félix Gall 7e. Félix Gall, Décathlon AG2R, futur Décathlon CMA CGM, avec une ambition de gagner le Tour de France. Derrière, une Arkea BNB qui est en passe de disparaître. Je ne veux pas dire qu'il y a une rivalité franco-française. Je dis juste que pour les Arkea, ce serait une super pub de terminer devant Décathlon et que Kevin Vauquelin est animé par terminer le plus haut possible. Je ne pense pas qu'il regarde Félix Gall. Mais c'est moi qui le note en tout cas, le fait que les petits Gaulois d'Arkea pourraient terminer devant les Décathlons qui ont une ambition de gagner le Tour de France très bientôt. Donc voilà. Oui, et puis devant l'ensemble des équipes françaises aussi. Je ne sais pas si on va parler après de FDJ et Cofidis, ça a encore été très très compliqué aujourd'hui. Groupama, on en parle 30 secondes, Groupama, FDJ et Cofidis, ils ratent complètement leur Tour de France. Ah ben c'est là encore aujourd'hui, c'est dramatique quoi. Alors ils ratent le premier coup, il y a que 2 équipes représentées, ok. Mais quand derrière ça ressort à 100 bornes de l'arrivée, qui partent à 35 et que tu mets que d'un côté Clément Rousseau, alors qu'il se bat, c'est bien depuis le début du Tour. Et de l'autre. Oui, mais s'il arrive au Ventoux. Ben voilà quoi. C'est que tu te dis, c'est bien, mais à part faire montrer un peu le maillot au milieu des 35 coureurs, à quoi ça sert? À Rambourou de l'autre côté, ils ont encore fait une étape, voilà, ils sont transparents, comme pratiquement depuis le début du Tour. Guillaume Martin, qui a terminé 41e aujourd'hui à 9 minutes, qui a vécu une étape très 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 compliquée, un calvaire presque. Il est 13e à 15 minutes du top 10. J'espère que les 2 prochaines étapes dans les Alpes, voilà, ils essaieront un petit peu de mettre en place, je sais pas, mais une stratégie, quelque chose. On a vu Tudor, comme je t'ai dit aujourd'hui, avec 4 coureurs à l'avant qui ont essayé, qui ont cassé les relais, qui se montrent. Alors même s'ils ont très peu de chances d'aller gagner en haut du Ventoux, ils se montrent et puis ils montent le maillot. Et je pense que c'est aussi important pour les partenaires. Cofidis et FDJ, il leur reste quand même très très peu d'étapes pour se mettre en valeur. Et quand tu compares par rapport effectivement au Tour d'Arkea, c'est très 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 décevant. Et même autour de la Total Energy, parce que je vais faire mon point de Jordan Jegat. Mais les gars, Jordan Jegat, il est 11e du général. Aujourd'hui, son étape, il termine pas très loin. Il termine 22e de l'étape. Il termine, regarde, 4,06 Jordan Jegat, Kevin Vauquelin, 3,42. Il termine à 24 secondes de Kevin Vauquelin, qui est 6e du général. Il me fait un super Tour de France, Jordan. C'est un régal de le voir. Et Tobias Salon Johannessen, attention les problèmes gastriques, parce qu'on a vu Thomas Gachignard qui était en difficulté, le Total Energy aujourd'hui. Ouais. Si Tobias Salon Johannessen a du mal à récupérer dans les Alpes, qui prend un énorme tir, je n'espère pas pour le Norvégien, on n'espère jamais que les gars craquent. Au classement général, entre Jegat et Johannessen, il y a 6 minutes, 6,09. Ça peut aller très vite, sur l'étape de la Loze, ça peut aller très très vite. Et Jordan Jegat, 11e du général, pourrait bien gratter une petite place dans le top 10 comme ça sur les dernières étapes, sachant que tu regardes quand même dans l'étape du jour, Jegat, il termine, donc je regarde par rapport à ceux qui sont derrière au général, devant O'Connor, il colle 3 minutes à O'Connor, devant Guillaume Martin, il lui colle 5 minutes, Tim Arensman qui était à l'avant, il termine devant Sepkus, Narvaez qui a pris 20 minutes, Christian Rodriguez qui a accompagné Vauquelin qui est derrière lui, bon là c'est des gars qui sont à 50 minutes, déjà Christian Rodriguez, mais Jordan Jegat, il termine à même pas une minute de Carlos Rodriguez qui est 10e du général, bon il termine donc à 4 minutes, un peu plus de 4 minutes de Benilli sur
l'étape du jour donc. Mais il fait un super Tour de France et bon voilà, on continue à le suivre. Voilà pour les Français du jour. On a donc parlé de Valentin Paré-Peintre qui s'est imposé. Les classements du jour, on y va et la projection sur l'étape de demain. Valentin Paré-Peintre, vainqueur au sommet du Mont Ventoux, au sprint juste devant Ben Illy, Santiago Buitrago qui termine à 4 secondes. Van Wilder, l'équipier de Paré-Peintre à 14 secondes. Pogacar et Vingegaard à 43, 45 secondes, 5 et 6. Top 10 complété par Enric Mas, Julian Alaphilippe 8e devant Roglic et Lipovitz. Les Français, Kevin Vauquelin 20e de l'étape à 3,42. Gégat et Champoussin 22 et 23 à 4,06. Puis après, derrière, il faut aller chercher Mathieu Burgodeau, 35e à 6,38. Barguil, 37. Et puis après, Groupama FDJ, tu regardes, à 8,54. Valentin Madouas avec Guillaume Martin et Louis Barré. Tous à 8,54. Clément Russo et Quentin Paché juste derrière. Bon, à 4 minutes derrière, mais 43-44. Voilà pour les Français du jour. Le classement général, on y va, Lohan. Avec donc Pogacar qui a repris 2 secondes à Vingegaard aujourd'hui, 4,15 d'écart. Lipovitz, 3e est à 9,03. Oscar Only, 4e à 11,04. Roglic, 5e à 11,42. Vauquelin, 6e à 13,20. 14,50, 7e Félix Gall. 8e Tobias Harland Johannessen à 17,01. Ben Illy, 9e à 17,52. Carlos Rodriguez, 10e à 20,45. Gégat est 11e à 23,10. O'Connor, 12. Guillaume Martin, 13. On regarde derrière les Français. Valentin Madouas, 21. Barguil, 22. Voilà pour les Français parce que Romain Grégoire est après à 30 et 32e à 1h30. Madouas et Barguil, les deux premiers à plus d'1 heure au général de Tadej Pogacar. Le classement du maillot vert. Classement du maillot vert, Jonathan Milan n'a pas réussi à se glisser dans l'échappée. Il compte donc maintenant 11 points d'avance sur Tadej Pogacar. Puisque Pogacar, avec sa 5e place du jour, il reprend 17 points à l'Italien. Et de ce classement du maillot vert, la 3e place maintenant, il y a Binyam Girmay, puisque Mathieu Van Der Poel, Lohan, a abandonné avant le départ de cette étape du Mont Ventoux. Ouais, c'est quand même dommage pour cette bataille du maillot vert. C'est quand même compliqué pour Mathieu Van Der Poel, mais il essayait, il se plaçait dans les sprints intermédiaires. Pourquoi pas aussi un hors-délai de Joe Milan sur les dernières étapes alpesses, parce qu'il est en souffrance dès que la route s'élève un peu. Il essaye de prendre les points au sprint intermédiaire pour soulever le coup, mais il n'y arrive pas. Je suis assez inquiet pour Joe Milan dans les Alpes. J'espère pour lui qu'il a quand même bien récupéré parce que bon, déjà il y a l'étape de demain, on va en parler, mais bon, il est quand même en souffrance dès que la route s'élève un peu. Vu le gabarit de Jonathan Milan, en même temps ça peut se comprendre. On en parlera juste après de l'étape de demain et de la bataille du maillot vert parce que il se peut que le maillot vert se joue complètement à Valence, en fait on verra ça, mais donc il y a 11 points d'écart maintenant pour Jonathan Milan devant Tadej Pogacar, Tadej Pogacar officiellement reprend le maillot à pois à Lenny Martinez avec sa 5e place du jour. Il prend 8 points au classement de la montagne. Égalité de points entre les deux, 60 pour Pogacar, 60 pour Lenny Martinez. Le Français continuera de porter par procuration cette fois-ci ce maillot à pois. Lenny Martinez, il n'y a plus qu'à se réserver pour les 2 étapes de montagne des Alpes. Ouais, Lenny quand même transparent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que du coup, le maillot à pois tend les bras à Pogacar? Non, parce que je pense notamment à l'étape du col de la Lose. Alors, est-ce que les points sont doublés au sommet de la Lose? Les points sont doublés au sommet de la Lose, ouais. Donc, il y aura 20, 20 et 40, ça fait 80 points à distribuer dans l'étape de la Lose, mais avec donc 20 points et 20 points dans les 2 premiers cols, le Glandon et le Glandon, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai plus en tête, la Madeleine, voilà, juste avant la montée vers Courchevel, col de la Lose. Ouais, donc il faut peut-être dans le bon coup en haut de la Lose pour prendre un maximum de points. Je pense même les 2 étapes des Alpes, de toute façon, c'est en ligne sur les 2 étapes des Alpes. Je pense que Lenny, il a été transparent aujourd'hui, on l'a pas vu, il finit à 26 minutes. Ouais, mais moi ça me pose pas de problème. Oui, bien sûr. Moi, ça me pose pas de problème qu'il était transparent aujourd'hui parce que c'était plutôt pour les favoris. Même si Valentin Paré-Peintre l'a emporté, c'était quand même plutôt pour les favoris, les gros. Ouais. Après, je pense quand même t'avais des points à prendre en haut du Ventoux. Tu vois, si Lenny se sentait bien. Bon, il a préféré ce qui se comprend aussi. Il y a beaucoup plus de points distribués, donc il a préféré se réserver totalement pour les 2 étapes des Alpes. Mais c'est clair que s'il veut ce maillot, il devrait être à l'avant et dans le bon coup sur les 2 étapes. Et le classement de la montagne avec Pogacar et Martinez 1 et 2 qui comptent 12 points d'avance sur Thymen Arensman, 15 points d'avance
sur Jonas Vingegaard qui a pris 6 points aujourd'hui avec sa 6e place. Et derrière, tu as Michael Woods qui est à 22 points, la 5e place. Valentin Paré-Peintre, 36 points. Tiens, Valentin Paré-Peintre, ben oui, avec ses 20 points au sommet du Mont Ventoux, il est à 24 points. Il est à 24 points de Pogacar et de Martinez. Il y a beaucoup de points qui seront distribués dans les Alpes. On ne sait jamais ce qui va se passer. Juste, je rappelle que pour le classement par points et de la montagne, les 3 premiers de ces classements rapportent des points UCI à leurs équipes. Je rappelle, voilà, Michael Woods qui est placé, Binyam Girmay pour Intermarché aussi de l'autre côté. C'est très important pour ces gars-là de terminer dans les 3 premiers. Maillot blanc, on en a parlé vite fait. Lipovic, 2-0-1 sur Hanley, 4-17 sur Vauquelin, 8-49 sur Ben Hilly, 11-42 sur Carlos Rodriguez. Derrière, on est à plus d'une heure avec Van Wilder et Romain Grégoire. Les équipes avec Visma, un quart d'heure d'avance sur EAE. 49-34 sur Red Bull Bora. Arkea est à 56 minutes. Decathlon à 1h16. Demain, j'ai envie de te dire l'avant-dernière étape pour les sprinteurs. Puisque si on dit que Pontarlier c'est pour les baroudeurs et que les Champs-Élysées c'est pour les sprinteurs, même si les Champs-Élysées, on ne sait pas. Demain, Bolène-Valence, c'est un peu vallonné dans la RPI drômois, mais je vois pas comment les Lidl Trek pourraient laisser échapper cette étape. Parce que pour moi, le maillot vert se joue demain à Valence. Totalement, surtout qu'on n'est pas du tout sûr au vu des profils que Milan arrive à jouer la gagne à Pontarlier et sur les champs. T'as l'air d'y croire ou d'y penser. Moi, je suis un peu plus circonspect. Tout dépend de comment sera disputé, notamment cette dernière étape. Pontarlier, un sprint massif, j'y crois pas beaucoup. Donc effectivement, à partir de là, demain, cette étape à Valence, qui reste quand même assez plate, ne doit pas échapper à Lidl Trek, qui s'ils veulent le vert, ils sont obligés de contrôler toute l'étape. Alors est-ce qu'ils auront l'aide de Quick-Step qui a gagné aujourd'hui, et donc avec déjà 4 étapes depuis ce Tour de France, voilà, qui sont pas non plus dans une nécessité peut-être de gagner demain. Donc est-ce qu'ils vont donner un coup de main à Lidl sur le reste de la journée? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Lidl devra contrôler. Alors est-ce que certaines équipes voudront tenter de mettre des bâtons dans les roues? On pense à certains punchers rouleurs baroudeurs, tu vois, qui auront plus beaucoup d'occasions derrière de l'emporter. Donc, est-ce qu'ils se disent, dernière étape de plaine, on pourrait surprendre peut-être l'équipe Lidl et Joe Milan, vu que les scénarios depuis ce début du Tour de France sont quand même assez fous. C'est pas interdit, mais je vois quand même un sprint demain, après les Pyrénées, le Ventoux, avant les Alpes. Je pense quand même que certains ont besoin de recharger les batteries avant la fin du Tour. Ouais, par contre, il n'est pas exclu qu'on tente de faire sauter Jonathan Milan avec un rythme effréné dans les petites côtes qu'il y a à mi-parcours, le col du Pertuis et le col de Tartegui, si je prononce bien, de côte de 4e catégorie. Il y a un sprint intermédiaire qui est au tiers de l'étape, ensuite l'arrivée à Valence, 160 bornes au final entre Bolène et Valence. Mais voilà, si Jonathan Milan, demain, il prend 70 points, il prend une belle option pour le maillot vert. S'il prend moins de 50 points, on va dire, ça peut être compliqué pour lui. Attends, 50 points pour la victoire et 20 points pour le sprint intermédiaire. Parce que Merlier fait quand même moins d'efforts que lui depuis quelques étapes. Oui. Il essaye de se glisser dans les coups, il essaye de prendre les sprints intermédiaires. Merlier, j'ai l'impression qu'il fait quand même de la patinette en fin de peloton. On sait aussi que c'est un cyclo-crossman, donc peut-être un petit peu plus, peut-être qu'il apprécie un petit peu plus aussi dès que ça monte un petit peu. Donc peut-être que je mets une piècette sur Merlier demain si Soudal veut jouer la victoire d'étape. Eh bien, je mets la pièce aussi sur Team Merlier parce que je vois plus de fraîcheur aussi chez le Belge. Ouais. Et je pense que Jonathan Milan, ça va devenir compliqué pour lui. Les 20 points du sprint intermédiaire, normalement, ce sera pour lui. Il reprendra 20 points. À voir si Pogacar se place dans le final pour prendre quelques points par-ci par-là. On ne sait jamais aussi si le Slovène veut faire le grand chelem jaune, vert et maillot à pois. Lohan Benati, journaliste à Sud-Ouest, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Écoute, merci à toi, Guillaume. On avait une belle étape et puis cocorico, quoi. Ouais, cocorico. Et exactement, je te remercie beaucoup. Je rappelle, Vélo Podcast, on a sorti l'interview de Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Suez, à quelques jours du départ du Tour de France Femmes de Bretagne, samedi à Vannes jusqu'à Châtel Porte du Soleil. 9 jours plus tard dans les Alpes, une semaine plus tard donc début août, avec cette arrivée dans les Alpes qui me semble, la date ça doit être le 3 août exactement, dimanche 3 août, donc pour l'arrivée du Tour de France Femmes. Un super entretien, 1 heure il m'a accordé, on a pu parler de tout, d'Emi Vollering, de la FDJ Suez, des adversaires, avec notamment un passage très intéressant sur Pauline Ferrand-Prévot, et puis de l'avenir de l'équipe et de la FDJ Suez et du cyclisme féminin de manière générale. Donc voilà, super entretien, allez-y sur la chaîne YouTube
de Vélo Podcast ainsi que les plateformes où on est, Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, Podcast Addict, toutes les bonnes plateformes de streaming. Loan, à très bientôt dans Vélo Podcast. Merci Guillaume, salut à tous. Et puis bon courage pour demain, on va voir si les sprinters vont gagner. Allez, ciao ciao.